Bonsoir. Commémoration de 20 ans de guerre au Nord Kivu le 20 mars dernier. Dans un communiqué publié à cette occasion, la société civile de cette province pense qu'il faut maintenant imposer la paix dans cette partie du pays. Quelle analyse faire de ce conflit 20 ans après? Quelles pourraient être les solutions pour sortir de ce cycle de violence? Pour en parler, nous recevons l'ambassadeur André Alain Atundu Lyongo, ancien ambassadeur au Rwanda et diplomate à Paris. Il est cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR. Monsieur l'ambassadeur Atundu, bonsoir. Bonsoir. Maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Maître Kavota, bonsoir. Bonsoir, Alain. Professeur Bouendoua Elouga ici, politologue, et professeur Alié Ouvira en Sud Kivu. Il est directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur Bouendoua, bonsoir. Bonsoir. Merci, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Pascal Ndové de Kisangani en province orientale. Il semble que 20 ans après, la situation n'a pas beaucoup évolué puisqu'on a utilisé les mêmes stratégies pour y mettre fin. Siviri Chiko de Lubero Nord Kivu. À mon avis, la persistance des conflits armés au Nord Kivu prouve que les vraies causes de ceux-ci n'ont jamais été identifiées et maîtrisées. Bienvenue à tous dans votre émission. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net. À l'occasion de 20 ans de conflits armés au Nord Kivu, la société civile de cette province pense qu'il faut maintenant imposer la paix. Ce cycle de violence a trop duré, indique cette structure dans un communiqué publié mercredi dernier. En mémoire des personnes qui ont perdu la vie dans cette guerre, la société civile du Nord Kivu avait appelé la population congolaise à observer 1 minute de silence jeudi dernier à 12 heures de l'Est. Elle invite en outre le gouvernement congolais ainsi que la communauté internationale à s'impliquer davantage pour amener la paix au Nord Kivu. Sous quel signe la société civile place-t-elle cette commémoration? On écoute Thomas Dakin-Mouiti, président de la société civile du Nord Kivu, au téléphone de Samuel Kachak. Il faut que les gens comprennent que c'est depuis le 20 mars 1993 jusqu'au 20 mars 2013, nous totalisons 20 ans de guerre au Nord Kivu avec des conséquences énormes. C'est la catastrophe. Il y a des villages qui sont carrément simplement effacés sur la carte, des villages entiers. C'est la catastrophe. Donc, nous pensons que tout Congolais qui se veut épris de paix doit considérer que le Nord Kivu devrait être considéré comme une zone sinistrée en République démocratique du Congo. Et je pense que notre contribution serait d'interpeller tous les Congolais, d'interpeller la communauté internationale pour que chacun prenne conscience de cette guerre en identifiant les causes internes et les causes externes pour essayer de les attaquer à la racine et mettre fin à cette guerre qui vient de causer d'énormes conséquences à tout le pays, à toute la nation congolaise. Pour le gouverneur du Nord Kivu, la plupart des conflits sont causés par les fils de cette province. Pour Julien Paluku, cette situation s'explique par le fait que chaque tribu veut avoir son mouvement rebelle pour son autodéfense. On écoute le gouverneur Julien Paluku au micro, au téléphone de Kédin Kouté. 20 ans après, je pense que le Nord Kivu, à travers ses enfants, doit s'interroger sur le pourquoi de toutes ces guerres, le pourquoi de l'instabilité. Parce que, à dire vrai, beaucoup d'acteurs de ces conflits sont également les enfants du Nord Kivu. Même si, à certains moments, on peut accuser des partenaires extérieurs à la province, mais on sent quand même que l'implication des enfants du Nord Kivu est tellement grande, parce que lorsqu'on voit le foisonnement des mouvements rebelles dans les 6 territoires, au moins c'est chaque enfant, chaque ressortissant d'un territoire qui est à la tête d'un mouvement rebelle, et cela donc doit interpeller. Moi, selon mon analyse, je considère qu'on doit cesser seulement d'avoir comme cause des conflits au Nord Kivu l'extérieur ou des causes externes. Il faut plutôt qu'on voit en interne qu'est-ce qui doit être fait. Voilà. Maître Omar Kavota, vous êtes vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Peut-être avant d'entrer dans le vif du débat, pour des raisons historiques, pouvez-vous expliquer brièvement comment ce conflit a-t-il débuté? Très brièvement, je vous en prie. Merci Alain. Je commence par saluer l'ambassadeur Alain Atundu et le prof Bouendoua avec qui nous serons.
et saluer tous les auditeurs de Radio Okapi qui choisissent cette émission comme une émission de référence. Oui, s'il faut revenir à une petite historique de ce qui s'est passé, nous voulons d'abord dire que 20 ans de guerre, c'est déjà trop. Parce que 20 ans signifie 7300 jours. Et la guerre au Nord Kivu a une histoire. Comme venait de le dire mon collègue, le président de la coordination, Thomas Daké, c'est le 20 mars 1993 que cela a commencé. C'était à Toto. Toto, c'est un village du groupement Wallowa-Oruba, pour ceux qui connaissent le secteur de Wanyanga dans les territoires de Walikale. Et au départ, il s'agissait de deux communautés, les communautés Hutu et Nyanga, qui se disputaient, qui se sont affrontées. Et petit à petit, le conflit s'est étendu dans les territoires de Massissi pour remplacer les autres communautés telles Hutu, Hunde, Tembo et Nande. Et avec l'avènement du génocide du Rwanda en 1994, vous savez, les réfugiés armés ont été introduits dans la province, des réfugiés dignes des communautés en conflit. La violence armée est passée de simples armes blanches à l'usage des armes à feu. Et avec le temps, on a compris que les conflits étaient très grands comme on le croyait. On a commencé à enregistrer une politisation qui montait à flèche et on a compris que tout était planifié de l'extérieur. Bien sûr, le gouverneur a parlé des causes internes, mais on doit dire que tout d'abord a été monté par l'extérieur. C'était le régime Kagame, le régime du Rwanda, et cela n'avait pour intérêt que de voir ces millions de réfugiés Hutus qui étaient déversés au Congo, d'y rester le plus longtemps possible, ne plus songer à rentrer. Nous avons donc assisté à une situation catastrophique, comme l'a reconnu notre collègue Thomas, et aujourd'hui c'est la catastrophe qui se vit. Donc voilà était brièvement l'histoire de ce qui s'est passé au Nord Kivu. Alors Maître Kavota, je reprends la réaction de Siviri Chiko de l'Obéro Nord Kivu que j'ai lu en début d'émission. Il dit, à mon avis, la persistance des conflits armés au Nord Kivu prouve que les vraies causes de ceux-ci n'ont jamais été identifiées et maîtrisées. Oui, les vraies causes ont été identifiées. Peut-être elles n'ont pas encore été identifiées toutes par les autorités congolaises. Alors de votre point de vue, le gouverneur de province qui a parlé des causes internes. Or, au-delà des simples causes internes, on doit voir les causes externes qui sont d'ailleurs la racine du mal. Et le moment venu, nous allons vous dire à quel degré les responsabilités au niveau interne et au niveau externe sont établies pour que l'on ne puisse pas continuer à être victime d'une certaine légèreté. Parce que nous sommes tombés dans les pièges qui nous a été tendus à prétextant œuvrer dans l'hospitalité, mais nous avons enraciné ces mal et ces mal a duré voilà 20 ans. Alors, Maître Kavota, puisqu'on y est, quelles sont d'après vous les causes internes et externes? Oui, parlant d'abord des causes externes, nous avons dit que tout a été organisé au Rwanda parce que le Rwanda n'avait plus intérêt, étant déjà menacé par la pression démographique. Le régime de Kagame voulait isoler une communauté, une très grande partie de sa communauté, une très grande partie des Hutus qui venaient de se déverser en RDC, et il avait intérêt que ces réfugiés ne puissent plus rentrer chez eux. Et malheureusement, le Rwanda a été accompagné dans ces plans par une certaine communauté internationale à travers les opérations turquoises qui ont permis à ce que des personnes, toute une communauté armée, soient déversées dans une province. Ça, c'est au départ les causes externes, s'il faut les dire superficiellement, ce qui a fait aggraver la situation d'instabilité et de violence armée au Nord Kivu. Alors en interne, on a suivi le gouverneur Julien Paluku parler des fils et filles du Nord Kivu qui sont impliqués. À l'interne, il faut dire que à la suite des instigateurs externes, il y a eu des gens qui ont profité de petites tensions interethniques. C'est pourquoi je vous ai dit qu'au départ, ça a commencé par un conflit interethnique entre le Hutu et le Nyanga, territoire de Walikale, et petit à petit, le conflit s'est étendu à territoire de Massissi,
Et donc, Merci. les autres voulant assurer leur propre protection, c'est comme ça qu'on a vu des milices à caractère tribal. Chaque communauté a essayé d'organiser des jeunes Merci. pour se défendre. Et c'est comme ça que la situation a perduré, mais aussi avec une certaine façon de gérer les choses par notre gouvernement. On a assisté à cette guerre qui a duré parce que les causes n'ont pas été abordées de la même façon que ce qui s'est vu sur le terrain. Merci Maître Kavota, je vous redonne la parole tout à l'heure. André Alain Atundu Liongo, vous êtes ancien ambassadeur au Rwanda et diplomate à Paris. Vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR. Il y a cet auditeur qui nous écrit de l'Équateur, Trifel Nzoko de Mbandaka, qui dit 20 ans de guerre sans solution efficace a prouvé à suffisance que c'est avec beaucoup de légèreté que l'on a traité cette situation. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous partagez ce point? Non, il serait difficile de porter un jugement sentencieux de ce genre sur 20 ans. Parce que l'origine de la guerre, on l'a rappelé, elle était locale, ethnique. Elle a coïncidé, il faut le rappeler, avec l'affaiblissement progressif du régime Mobutu. À partir de 1990, c'était le régime de transition. Donc, Mobutu n'avait plus assez de force ou d'autorité sur son armée, et son armée n'était plus en état moral d'imposer la paix. Ça, c'est un élément. La mort d'Abiyarimana est venue accélérer les choses par l'invasion d'1 million à peu près de Rwandais, imposée par la communauté internationale, ce qui était de nature à faciliter la réalisation de l'intention de la communauté internationale de neutraliser Mobutu, sinon de l'envoyer, n'est-ce pas, de le renvoyer du pouvoir. Alors, en 1996, l'AFDEL est arrivé, il y a eu cet événement-là, le changement de régime, et voilà qu'apparaît une autre cause. L'autre cause, c'est la cause économique, à partir de ce moment-là. Les gens qui avaient aidé le président Kabila à prendre le pouvoir réclamaient leur part. Et les miliciens locaux ont pris goût, n'est-ce pas, au bien de leur terre. Le coltan était plus populaire que le café, je vais dire, etc. Et ça, ce sont des éléments. Alors, la guerre du Kivu, les 20 ans, c'est quoi? C'est une cause qui a amené des conséquences, et les conséquences qui sont devenues des causes qui ont amené d'autres conséquences, au point qu'aujourd'hui, un labyrinthe. Je pense que la société civile a bien ciblé les choses. Si nous voulons imposer la paix, nous devons d'abord imposer la réconciliation, le pardon, la cohésion, l'unité, le dialogue au sein du peuple, des populations du Kivu. Les leaders doivent s'entendre. Parce que si eux, ils sont forts, ils sont soudés, ils feront face à tout. Toute pression de l'extérieur, toute pression de l'intérieur. Alors, nous allons revenir aux solutions, monsieur l'ambassadeur, dans la deuxième partie de cette émission. Mais entre-temps, tous ces mouvements locaux qui se sont organisés, des mouvements d'autodéfense, ça prouve également que la défaillance de l'État en ce qui concerne la sécurité, dans son rôle, dans le rôle régalien de l'État d'assurer la sécurité de ses populations. Ces mouvements, ce sont des réponses locales et contextuelles aux dangers qui guettaient et la province et les communautés. Parce que je dis, depuis 90, l'autorité de l'État s'affaiblissait de plus en plus. Et à partir de 96, sur même 97, eh bien, il n'existait plus à proprement parler d'État congolais. N'est-ce pas? Il y avait plusieurs rébellions, il y avait ceci, il y avait tout cela, mais pendant ce temps-là, les mouvements qui étaient locaux, eh bien, ont pris une dimension presque internationale, en tout cas, ont eu des connexions internationales. On a vu des grandes compagnies atterrir au Kivu, traiter avec des inconnus, à travers les chefs militaires, etc. Alors, ce qui était la conséquence de la guerre est devenu la cause
pour perpétuer la guerre, n'est-ce pas? Les gens sont devenus riches et en plus, en prime, ils accédaient aux responsabilités de l'État. Et aujourd'hui, depuis Sun City, nous essayons de contrer ce mouvement en disant, écoutez, n'accédons plus au pouvoir par les armes, imposons l'autorité de l'État, créons un nouveau type de citoyen, n'est-ce pas, qui pense que les richesses du pays appartiennent à tout le monde, mais ne doivent pas être consommées immédiatement par tout le monde ou par quelques-uns. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous parlez des conséquences qui sont devenues des causes, puis des causes, et il y a la multiplicité des acteurs qui s'ajoutent. Ne voyez-vous pas qu'il devient finalement difficile de cerner les vrais problèmes? Ça devient, je le disais tout à l'heure quand vous parliez, un véritable labyrinthe. Oui, mais lorsque on est dans cet état difficile, n'est-ce pas, d'existence, il faut commencer par s'attaquer aux causes, à la cause fondamentale qui peut avoir un effet d'entraînement sur les autres. Et là, je pense que la société civile du Kivu a bien vu. Si les Kivusiens se mettent d'accord, ils se disent, maintenant, nos richesses, nous devons les exploiter normalement, à travers Kinshasa, comme il se doit. Maintenant, nous ne pouvons plus accepter que les gens qui viennent de l'extérieur, au motif que nous pouvons accéder au pouvoir à Kinshasa, ils viennent nous tromper, n'est-ce pas, en nous appâtant, eh bien, je pense que ça va déclencher une révolution morale salutaire. Alors, monsieur l'ambassadeur, avant que je ne passe la parole au professeur Bouendoua, juste une question de curiosité. On a quand même remarqué 20 ans de guerre, mais aucune communication officielle à ce sujet. Il n'y a que, c'est plutôt la société civile du Nord Kivu qui semble s'en émouvoir. Oh, je ne sais pas si les circonstances actuelles permettent, n'est-ce pas, que l'on puisse plonger quand même assez tard, assez loin dans l'histoire. Il faut constater que le gouvernement n'a pas fait une déclaration officielle à ce propos. Parce que qu'on le veut ou pas, Kampala et tout ce qu'on fait, c'est la suite de ces 20 ans de conflit. Non, Kampala et tout ça, ce sont les conséquences et la suite, n'est-ce pas? Et il est important aujourd'hui, d'abord, de mettre fin à la guerre. Mettre fin à la guerre, c'est, comme diraient les médecins dans le cas des grands accidentés, c'est d'abord arrêter l'hémorragie, sauver la vie du cerveau, et puis le reste, on verra après. Voilà. Professeur Bouendoua Elouga, ici, vous êtes politologue et professeur à l'IEC Ouvira au Sud Kivu. Vous êtes directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur, quelle est votre analyse par rapport aux causes 20 ans après du conflit armé au Nord Kivu? Oh, mon analyse sera assez plurielle, j'allais dire même plurale. Je j'aimerais d'abord vous remercier et puis remercier l'ambassadeur et Maître Omar Kavota. Merci de m'avoir invité ici. Mais moi j'ai une vision totalement un peu différente, pas totalement différente, mais c'est ce que j'appelle la Kivu-Goni ou bien comment dirais-je, la vision du monde à partir du Kivu. Le drame qu'on a d'abord quand on est du Kivu au Kivu, analysant ces guerres successives, consécutives, c'est qu'on oublie que le Kivu n'est pas une province périphérique du Congo, c'est une province qui est au centre de l'Afrique. Elle est équidistante entre l'océan Indien et l'océan Atlantique, entre le Cap et le Caire. Ça veut dire que nous nous trouvons vraiment au cœur du continent et au cœur des problèmes. Il faut dire aussi qu'au Kivu, c'est vraiment le domaine des véritables dissensions ethno-tribales. On les cache, mais je vais bien dire aussi aux gens qu'entre les Hutus et les Nandés, entre les Bashi, les Balrega, entre beaucoup de forces, centripètes et centrifuges, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer des conflits. Mais aussi le Kivu est à la frontière avec des pays totalement envieux de tout ce que nous pouvons être et qui sont en conflit. Le Rwanda et le Burundi ont des dissensions internes, nous les connaissons, nous n'allons pas y revenir, mais n'oublions pas aussi qu'à côté nous avons la Tanzanie, la Tanzanie a mené en 1977, 78, 79 une guerre contre l'Ouganda dont les conséquences est l'arrivée des Museveni et de beaucoup de rebelles
comment dirais-je, des gens qui ont affronté le Rwanda un peu plus tard. Donc, en termes, grosso modo, de vision politique du Sud Kivu, géopolitique, historique, culturelle, nous sommes dans une province explosive parce qu'au fait, tout simplement, la capitale de notre pays considère le Kivu comme une province périphérique, alors qu'elle est en réalité une province centrale qui connaît beaucoup de problèmes internes et puis, bon ben. Alors, professeur, quand vous parlez, vous dites que la capitale considère le Kivu comme une province périphérique. Est-ce que vous voulez dire que du point de vue de Kinshasa, des autorités de Kinshasa, le conflit armé au Nord Kivu, c'est un conflit lointain, oublié, qui ne semble intéresser personne? Je suis bien content d'être à Kinshasa pour une fois que je cause du Kivu, mais j'ai comme l'impression que le Kivu joue un peu un rôle de proconsulat d'une province tremplin à partir de laquelle on saute pour s'installer au pouvoir à Kinshasa, et quand on est élu à Kinshasa, on oublie les réalités, les dynamiques, les questions propres à cette province. Mais c'est une province qui elle-même, moi j'ai l'habitude de dire que le sud du Nord Kivu, c'est aussi le nord du Sud Kivu. La première grosse erreur, moi je pense que l'ambassadeur ne m'en voudra pas si je pointe, même je suis sûr qu'on partage beaucoup de bonnes vues ensemble, mais la première grosse erreur, c'est d'avoir dépaissé le Kivu et n'avoir pas fait suivre la décentralisation qui aurait pu suivre. On a une frustration absolue d'avoir vu le Kivu partagé en trois, entre le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, c'est vrai, il le vaut mieux, mais il aurait fallu que le reste suivi aussi. Et là, on a quand même une décentralisation qui ne s'en est pas suivie, des considérations, des retombées de ce qui vient de l'extérieur, qui frappent de plein fouet le Nord Kivu et le Sud Kivu, alors que le reste n'a pas suivi ce même dépaissage. Alors, professeur, de votre point de vue, a-t-on réellement pris la mesure du conflit armé au Nord Kivu? J'ai comme l'impression que le problème du Nord Kivu sont aussi ceux du Sud Kivu, parce que le Kivu 1, c'est la province qui donne le nom, mais on n'a pas pris la mesure. Nous oublions très facilement que le Rwanda et le Burundi sont deux pays surpeuplés, et qu'à l'ouest de ces deux pays-là se trouve l'immense Congo avec ses richesses, mais c'est le désert congolais. Et malheureusement, notre pays, le Congo, est devenu un géant géographique, un nain économique et un néant politique. Excusez-moi, on peut inverser tout cela. Et alors, nous nous retrouvons deux provinces en proie à toutes les convoitises, mais aussi avec des populations locales qui ne savent pas à quel sein se vouer en période pascale, je pense que je peux invoquer des saints. Alors, professeur, il y a Gérard Kabasubabo qui nous écrit de Kananga, au Kasai occidental, qui dit que le gouvernement nous donne le nombre des personnes qui ont perdu leur vie depuis 20 ans de crise à l'est de la RDC. Nous n'allons pas revenir, professeur, sur le décompte macabre, mais il semblerait que le conflit armé à l'est de la RDC, en commençant par le Nord Kivu, serait le conflit qui aurait fait le plus de morts après les deux guerres mondiales. Absolument, c'est faramineux, c'est impitoyable, c'est dur de penser. Moi personnellement, dans mes familles, j'ai mes cousins, mes copains, nous on habite à 5 km du Rwanda et du Burundi de manière cyclique depuis la nuit des temps. Nous depuis 1965-72, on vit ces guerres du Kivu. Parce que les guerres du Kivu, les guerres du Rwanda sont aussi des guerres du Kivu. Qu'on le veuille ou non, on a subi les conséquences directes ou indirectes. Quoi qu'il en soit, on est frappé de plein fouet, mais passer toute sa vie aussi à faire des décomptes macabres, ce n'est peut-être pas ce qu'il conviendrait, mais nous verrons dans les pistes des solutions, en regardant les aspects géopolitiques, en considérant l'histoire, en regardant les acteurs en présence, je pense qu'on peut arriver à analyser autrement les problèmes qui se posent. Alors, professeur, dans l'intervention de Thomas Dakamwiti, président de la société civile du Nord Kivu, que l'on a suivi en début d'émission, il disait qu'il fallait que la société civile du Nord Kivu interpelle tous les Congolais et la communauté internationale pour que chacun prenne conscience de cette guerre en identifiant les causes. Professeur, à partir de là, n'a-t-on pas finalement l'impression que même au niveau de la communauté internationale, par rapport aux autres conflits à travers le monde, ce n'est pas le même traitement qu'on accorde au conflit au Nord Kivu? Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie chez les autochtones du Kivu, du Nord ou du Sud, et beaucoup d'hypocrisie, des méconnaissances, d'ignorance de la part de tous les
les analystes que nous sommes de ce que peut être réellement cette aire, cette zone. Et c'est ainsi que je pense que son analyse nous interpelle tous, peut-être faire un peu recours à beaucoup de nos réflexes intellectuels pour comprendre que, de manière géopolitique, considérer cette partie de notre pays vaudrait mieux une autre analyse que celle qu'on y a assénée depuis plus de 20 ans. Maître Omar Kavota, il y a Gérard Kazingoufou qui nous écrit de Beni au Nord Kivu qui dit « La question que je me pose est de savoir quel est l'état d'esprit d'un enfant du Kivu né et grandi dans des stress quasi permanents dus à l'insécurité 20 ans durant. » Naturellement, c'est un esprit surchauffé et n'a pas désespéré parce que les enfants qui sont nés dans cette période d'état sont effectivement de mœurs autres que ceux qui ont grandi avant. On a observé que une jeunesse qui a semblé sacrifiée et qui présente des attitudes réellement violentes que on s'est dit effectivement que cette guerre a eu des influences sérieuses sur même les comportements des jeunes. Alors nous allons, Maître Kavota, directement aborder la deuxième partie de cette émission qui concerne les solutions. Quelles pourraient être les solutions pour sortir de cette situation? Pour le gouverneur du Nord Kivu, le dialogue social et la réforme du secteur de sécurité sont parmi les solutions qui aideraient à mettre fin à ce cycle infernal de violence dans le Nord Kivu. On l'écoute, le gouverneur Julien Paluku, une fois de plus au micro de Kéline Côté. Si nous nous engageons tous à travers des déclarations pour la fin de la guerre, je pense que nous pouvons y arriver. Je pense que c'est la seule solution, bien sûr, combinée à d'autres, notamment la réforme du secteur de sécurité, parce que quand il y a aussi une faiblesse constatée au niveau de la justice, au niveau de l'armée, au niveau d'autres services, eh bien cela peut constituer des ingrédients qui laissent survivre ce genre d'activités insurrectionnelles. Ces dialogues sociaux, à mon avis, couplés à d'autres méthodes qui doivent relever de l'autorité de l'État, peuvent aider définitivement à mettre un terme à tout ce qui se passe au Nord Kivu, globalement à l'est de la RDC. Maître Omar Kavota, vous venez de suivre le gouverneur Julien Paluku qui parle d'une solution globale, mais il y a deux auditeurs que je vais vous présenter qui semblent avoir un avis contraire. Je commence par Dr Tinsley de Bukavu Sud Kivu qui dit « La guerre ne se terminera jamais à l'est de la RDC car ça profite à plusieurs personnes. Cette situation profite aussi aux organismes internationaux car en l'absence de la guerre à l'Est, ils n'auront pas de financement. » Junior Thomas de Boutembo au Nord Kivu, je crois que l'on n'arrivera pas à la paix car beaucoup de gens sont morts, enfants, filles, garçons, beaucoup cherchent à venger leur famille, d'où chaque tribu cherche des armes pour son autodéfense. Il y a eu beaucoup de sang, vous ne pouvez même pas l'imaginer, Maître Kavota. La solution, la paix à l'Est, est-elle possible? Oui, je sais qu'en 20 ans de guerre, on doit vivre le désespoir. On doit des fois être pessimiste quant au retour de la paix. Mais nous, au niveau de la société civile, nous sommes encore optimistes. Je partage à un certain niveau ce que monsieur le gouverneur de province a dit, en estimant qu'à travers les dialogues sociaux, on peut arriver à trouver, à contribuer, ça soit au retour de la paix. Parce qu'en réalité, au niveau de la société civile, nous estimons que le retour de la paix passe par se dire des vérités à face. Et là, nous pensons que les fils et filles du Nord Kivu doivent avoir des cadres. Et nous, la société civile, nous sommes engagés à organiser ces cadres. D'ici là, vous serez informés. Nous voudrions mettre les fils, la notabilité du Nord Kivu ensemble pour qu'on se parle sans tabou, en toute vérité. Et de notre côté, parler avec les dirigeants. Parce que nous savons que, comme l'a dit même l'ambassadeur Atundu, on ne se dit pas de vérité. Mais nous pensons que on doit créer ce cadre-là. Lorsqu'on se dit de vérité, on ne va pas, il a parlé de la réconciliation, nous voudrions bien, mais avant d'arriver à toute réconciliation, nous voudrions d'abord avoir l'état de nous dire les vérités, d'établir les responsabilités, parce que nous pensons que
la réconciliation n'exclut pas la vérité. Et la vérité doit précéder la réconciliation. Et cela n'exclut pas non plus les sanctions en cas de responsabilité. Et donc, nous, au niveau de la société civile, nous comptons réunir la notabilité. C'est effectivement ce que les gouverneurs qualifient de dialogues sociaux. On a fait une expérience assez éloquente avec le gouverneur de province à territoire de Béni, où les gens ont incisé l'abcin, les gens ont posé sans tabou leurs problèmes, et eux-mêmes ont estimé qu'ils doivent être associés à la solution. Nous considérons donc qu'à côté du dialogue social, on doit aussi demander aux autorités, parce qu'il ne suffit pas de parler seulement, d'évoquer des problèmes et de se parler de vérité à face, mais il importe que l'autorité joue son rôle. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes en train de considérer que l'autorité, à son niveau, n'est pas en train de s'y impliquer. Vous voyez que 20 ans de guerre, 20 ans de trop, l'autorité l'a passé sous silence. Nous avons réveillé les esprits des Congolais, les esprits de la communauté internationale, mais l'autorité, apparemment, ne semble pas s'y passer. Merci. Et les modes qu'ils utilisent pour trouver solution au problème, notamment les différentes opérations militaires, on réalise que ces opérations militaires ne font que contribuer encore une fois au malheur des populations du Nord Kivu. Merci, et des opérations qui constituent en réalité des cadres de sécurité pour les populations. Merci Maître Kavota, je vous redonne la parole tout à l'heure. Il nous reste moins de 15 minutes pour terminer l'émission et le temps avance, il ne nous attend pas. Maître Kavota, je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Monsieur l'ambassadeur à Tundu, le gouverneur Julien Paluku parle de la réforme du service du secteur de sécurité. Maître Kavota met également l'accent sur le dialogue social, mais en plus la société civile, vous le disiez déjà dans votre précédente intervention, il faut imposer la paix. Est-ce possible maintenant? Oui, tout à fait. Il est possible d'imposer la paix en créant une dynamique de confiance réciproque entre citoyens et envers les institutions. Cela de deux façons. D'abord, il faut imposer ou pratiquer, si vous voulez, une thérapeutique éthique de la société. Comment? En donnant une prime à la vertu, en faisant une justice équitable, en réhabilitant la valeur sociale du travail. Là, c'est chacun qui va se sentir protégé par les institutions. Et dans cet ordre d'idées, la concertation ou les concertations nationales annoncées par le chef de l'État devraient porter sur les problèmes de la population en tant que conséquence des guerres qui ont embrasé l'ensemble du pays. Parce que les 20 ans de guerre ne se sont pas déroulés qu'au Kivu, mais se sont déroulés sur l'ensemble du territoire national. Donc, ça c'est important. Il est important aussi, pour imposer la paix, que les Kivusiens aient une vision stratégique exacte, ou une perception exacte de la valeur stratégique du Kivu. Le Kivu a une vocation régionale en Afrique, notamment en Afrique de l'Est. Rappelez-vous le corridor nord. Le Kivu est riche, plus grand que plusieurs États, mais ces États voisins du Kivu sont hégémoniques. Troisièmement, le Kivu appartient à une zone explosive, cette zone qui comprend l'Ouganda, le Rwanda, depuis la chute du Idi Amin, parce que après la chute du Idi Amin, on devait changer le pouvoir au Rwanda. Après avoir changé le pouvoir au Rwanda, on devait les changer au Congo. Après le Congo, ça allait continuer ainsi jusqu'au Kivu, peut-être jusqu'au Togo. Donc, ça c'est vrai. Et le devoir de mémoire est important. N'est-ce pas? C'est là qu'il faut remercier la société civile du Kivu, parce que c'est le souvenir du passé commun dans la souffrance, dans la misère, qui est le ciment aussi de la conscience nationale et de la cohésion nationale. Alors, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces compatriotes dont j'ai lu les réactions ici, mais qui semblent douter par rapport à une solution à la crise qui sévit dans l'est de la RDC, notamment avançant comme argument que ça profiterait, il y aurait tellement des profits, des avantages que ce serait difficile. Sur le plan stratégique et politique réelle, il ne s'agit pas d'une crise à l'est du Congo. Il s'agit d'une crise du Congo.
Le Kivu fait partie de notre pays. Une crise... Mais qui semble éloignée de Kinshasa. Non, ça n'est pas du tout éloigné. Ça a une valeur stratégique différente, n'est-ce pas? Par rapport, par exemple, au Katanga, par rapport à Kinshasa, etc. Mais nous faisons tous partie d'un même pays. Et donc, je crois qu'il n'est pas sain de parler de la crise au Kivu. C'est la crise au Congo, n'est-ce pas? Et en ce moment-là, c'est toute la population, c'est tous les Congolais qui vont se sentir concernés. Quand vous parlez de la crise au Kivu, moi j'ai l'impression que ça ne me concerne pas. Le Kivu, c'est trop loin. Non, c'est la malheureusement, crise, ça semble être ça la perception qui a été véhiculée. Ça a des répercussions sur la gestion du pays au niveau national. Ça a des répercussions sur l'application de la politique de développement. Aujourd'hui, le Kivu est en retard parce qu'on ne peut pas y appliquer les recettes des 5 chantiers, par exemple, les recettes de la réconciliation nationale, Merci. etc. Professeur Bouendoua, l'ambassadeur Atundu, en plus de ce qu'a dit Maître Omar Kavota, parle d'une dynamique de confiance qu'il faut créer entre les citoyens et envers les institutions, une thérapeutique éthique de la société, par exemple en réhabilitant par exemple la valeur du travail. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Je proposerai beaucoup de choses que le grand frère ambassadeur vient de dire. Je partage ses analyses de la même manière que je partage les analyses de mon ami Omar Kavota. Je suis un peu en difficulté avec peut-être les thèses émises par son Excellence Monsieur le Gouverneur, parce que j'ai comme l'impression que le problème du Kivu, nous allons peut-être épingler là les esquisses ou bien l'ombre du début d'une esquisse de solution à ces problèmes. J'ai comme l'impression qu'il y a véritablement au Kivu plus qu'ailleurs une collusion d'intérêts entre les acteurs politiques, les acteurs économiques et les acteurs militaires. Et cela dans une zone où il ne faudrait pas qu'on se retrouve, que les politiques soient aussi des commerçants d'armes. C'est un tout petit peu cela ce que je vais dire. Et à ce point-là, peut-être qu'il faudra qu'un jour on établisse quelques responsabilités et que d'une manière ou d'une autre, on puisse le dire sans avoir à vouloir fuir ou le Kivu ou fuir le Congo. Deuxième élément que j'aimerais bien, je le lis un peu en filigrane de ce que dit l'ambassadeur Atundu, et il l'avait dit l'autre jour. J'ai comme l'impression qu'au Kivu, il y a ce que Julien Benda appelait la trahison des clercs. C'est-à-dire vraiment l'intelligentsia l'intelligentsia du Kivu j'ai comme l'impression qu'elle s'écarte de plus en plus des analyses et de l'implication dans le politique. Je ne sais pas ce qui arrive, mais bon, je vois plus beaucoup d'acteurs tels qu'on les avait eus à l'époque de la bonne société civile du Kivu. Mais aussi, cela est consécutif au dépeçage dont je parlais. Alors, j'ai des collisions d'intérêts entre les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs militaires, absence de l'intelligentsia, c'est-à-dire un désintérêt vraiment dans l'analyse, dans les propositions, mais aussi, j'ai comme l'impression qu'il y a un véritable immobilisme politique qui découle du fait que les populations du Kivu n'ont aucune confiance ni en ses gouverneurs, ni en ses parlementaires, ni en ses politiques. Et évidemment, ça peut. Je ne suis pas en train de juger. J'ai comme l'impression, mais bon, que Dieu fasse que je me trompe, mais nous nous retrouvons là au cœur quand même d'un tissu de problèmes qu'il faudrait, de manière, comme le suggère l'ambassadeur, lorsqu'on fera ces consultations-là, que les gens se regardent en face et non pas en chien de faïence. Alors, professeur, vous dites, je signale en même temps qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission, vous dites qu'il y a une collusion d'intérêts entre acteurs politiques, militaires et économiques, et donc, en d'autres termes, de fil en aiguille, la solution serait difficile mais possible. Alors, ce dialogue national dont parlait l'ambassadeur Atundu devrait-il donner lieu, par exemple, à une commission vérité et réconciliation? J'aimerais bien, je pense que c'est qu'il faudrait absolument. Parce que, ce qu'on oublie souvent, c'est que les acteurs économiques de Kivu sont aussi des acteurs dans des rébellions à gauche, à droite. Vous savez, moi je circule beaucoup entre Bujumbura, Kigali ou Bukavu, Uvira et tout et tout. Je
comme l'impression que ce sont les mêmes personnes que je retrouve de l'autre côté en train de manipuler les mêmes choses sans le dire à la patrie. Il faudra aussi quand même que les gens soient responsables d'une manière ou d'une autre, où on arme des milices au Burundi pour qu'ils vous aident à faire traverser les marchandises au Congo. Pour ceux qui connaissent la région, l'ambassadeur connaît très bien la région. Je pense qu'entre dépasser la Ruzizi ou bien passer par le lac Kivu, dans les deux sens, il faudrait peut-être que nos services militaires interrogent les hommes d'affaires, les hommes politiques et les militaires. Bon, excusez-moi, je suis un intellectuel peut-être de chambre, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quand même une collusion d'intérêts. Maître Omar Kavota, la société civile du Nord Kivu appelle les fils et les filles de cette province à la réconciliation, au pardon, à la cohésion, à l'unité et au dialogue. En guise de conclusion, pensez-vous que c'est possible? C'est possible. Et là, je rejoins M. Ale Atundu qui a également souhaité qu'on crée un climat de confiance entre la population et les institutions. Bien sûr, nous disons que les fils et filles, ils doivent se parler sans tabou, ils doivent parler de leurs problèmes, ils doivent discuter avec les autorités de leurs problèmes et participer aux solutions. Mais également, si la population a confiance à ces institutions, c'est très important parce qu'on a assisté à des opérations militaires ici pour venir imposer la paix ici, comme les opérations Kimia de 1994 ou encore Bata de 1995. Ces opérations militaires n'ont pas contribué à consolider la confiance entre la population et les institutions. Le commandant qui a été en charge de la première opération, qui a été menée à Massissi, je me rappelle de lui, c'est celui-là qui a tué des enfants, une quarantaine d'enfants dans un orphelinat. Et qu'est-ce que vous voulez dire, Maître Kavota? Les militaires ont brillé par des actes de pillage. Je pense que cela doit interpeller même aujourd'hui le rôle de l'autorité par rapport à la solution. Merci, Maître Kavota. Monsieur l'ambassadeur Atundu, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? En guise de conclusion, nous avons une chance d'instaurer une paix durable, parce que les préalables sont là. Une volonté politique commune existe depuis Sun City. Les institutions voulues par le peuple existent et jouent leur rôle. Ce qu'il nous faut faire, c'est ne pas marchander la loyauté envers le pays et les institutions de la République pour des raisons personnelles, des calculs politiciens. Et donc, il faudrait que la justice fasse vraiment son travail. Il faudrait que chacun fasse son travail, que la justice soit équitable. Justice, pardon, paix, riment-ils ensemble? Mais ce sont des valeurs constitutives de la société qu'il faut manipuler avec dextérité comme un chimiste des produits dangereux. Professeur Bouyendoa, conclusion. Je conclurai un peu en ce livre, on dit « Penyeni a pananji a pire ». Si on veut la paix, cela veut dire qu'on veut imposer la paix sans supposer la guerre et sans préparer la guerre. Alors, professeur, imposer la paix, dans le contexte actuel, on le disait, la cohésion nationale, est-ce que c'est possible? C'est possible en fondant les entités sur les identités et en comprenant que le Congo, ce qu'il est de grand, suppose aussi une intégration de lui-même et des hommes qui habitent le Congo, mais aussi en face de ceux qui nous entourent. Et donc il faut être prêt à être autour d'une table, à se dire la vérité. À se regarder en face et se dire la vérité. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé ce soir. Retrouvez cette émission sur radiocapi.net ou réécoutez-la en rediffusion à 4h15 heure de Kinshasa. Au revoir.